à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, les écrans, ça s'apprend bien évidemment. Comment opter pour une consommation numérique raisonnée? Réponse comme chaque semaine avec le Clémy en vidéo et c'est à suivre. Et puis il a une idée derrière la tech, c'est Damien Douani. Damien, on va partir ou plutôt revenir, faire des allers-retours à Londres avec toi au BET Show, qui est le salon de l'éducation. Exactement, et avec un grand prix qui est français cette année d'ailleurs. Eh bien, Cocorico, et justement, on en parle avec toi dans un instant. Et confiance, croise en moi. Non, je n'essaie pas de vous faire une approche façon K, le serpent du livre de la jungle, mais je vous invite à un voyage, celui de l'hypnose. Pourquoi maîtriser cette technique peut nous aider à développer notre intuition à tout âge de la vie? Comment en faire une force d'ailleurs pour mieux apprendre, quel que soit là aussi son âge et la façon de développer sa créativité et son imagination. Pour en parler, on a beaucoup de chance parce qu'on est entouré de deux psychonautes, des astronautes du cerveau. Kevin Finel. Kevin, vous êtes hypnotiseur, fondateur de l'Arche, auteur d'Explorer votre cerveau avec l'auto-hypnose. 45 exercices pour mieux comprendre comment utiliser votre cerveau. Ça sort juste ici, maintenant, aux éditions Le Duc. Bonjour à vous. Bonjour et merci. Et puis en duplex de Lyon, on retrouve Fanny Nussbaum, autrice de Le cerveau sous hypnose. Libérez votre intelligence et votre imagination aux éditions Omen Science. C'est votre tout dernier ouvrage. Fanny, évidemment, vous avez reçu il y a quelques jours à peine pour les phylocognitifs notamment. Et aussi, évidemment, cette question de savoir comment maîtriser ses capacités avec le secret des performants. Hello Fanny. Bonjour ma chérie. Mais d'abord, focus. Et vous le savez, éduquer aux médias et à l'information, c'est évidemment la mission du Clémy depuis près de 30 ans. Le Clémy qui propose avec l'école du futur chaque semaine cette famille tout écran, cette série justement humoristique qui nous apprend à mieux maîtriser la consommation numérique. La famille tout écran, épisode 5, c'est parti. Bouge pas. Ouais, c'est parfait comme ça, attention. Super. Vous faites quoi? Je prends Mélina en photo pour la montrer à des amis sur ma page. Oh là 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 là, non, tu peux pas poster une photo de ta petite sœur comme ça. Non, c'est son image, on peut pas jouer avec. Ah dommage, j'avais des super nouveaux effets pour les photos. Alors, jamais de photos dénudées, jamais en maillot de bain, rien. Faut la couvrir, faut pas qu'on la reconnaisse. Tiens, voilà. Hop, ça, c'est pas assez. Aussi. Ah, voilà. Bon, j'ai compris, je la mettrai pas cette photo. Sage décision. Bon allez, venez, je vous ai préparé un gâteau. La caca, j'arrive pas du tout à bouger là. C'est souvent comme ça. On me dégaine, je prends une photo, je l'envoie sur les réseaux sociaux et ça, sans réfléchir. Sans se demander si quelqu'un ne va pas la réutiliser. Il faut protéger les enfants et ne pas publier d'images d'eux. Et ça, peu importe leur âge. Donc là, c'est les enfants au ping-pong. Là, c'est les enfants chez leur papy. Bah, pourquoi toutes tes photos sont floues? On voit rien du tout, on sait même pas qui c'est. Et pour préserver leur identité. T'en as de ces questions, toi? Des écrans à maîtriser, en effet. Et tout de suite, on va explorer les capacités de notre cerveau avec nos invités. Et si l'hypnose est encore pour vous un outil à la frontière de l'ésotérisme et du paramédical, vous allez certainement changer d'avis sur le sujet parce qu'elle permet de dépasser ses peurs. Elle permet aussi de développer sa créativité, de gérer la douleur, d'être à l'écoute de soi. Mais quand on parle d'hypnose aujourd'hui, on parle de quoi exactement? On pose évidemment cette question à nos invités. Kevin Finel, notamment, vous êtes hypnotiseur, fondateur de l'Arche et vous sortez en ce moment même ce livre assez fascinant, Explorer votre cerveau. Avec l'auto-hypnose, c'est 45 exercices pour mieux comprendre et utiliser notre cerveau. Vous dites d'ailleurs qu'aujourd'hui, il y a près de 15 000 études scientifiques qui ont été formulées sur l'hypnose, notamment son utilisation médicale. On n'a jamais autant écrit sur l'hypnose et pourtant on la connaît si peu. Ah, c'est vrai, c'est un sujet qui est très étudié. Et en plus, il n'y a pas seulement le domaine de la médecine qui l'étudie, il y a aussi d'autres domaines qui l'étudient, notamment l'éducation. Mais c'est vrai que c'est une discipline qui souffre d'images un petit peu archaïques, malheureusement, de certaines peurs aussi véhiculées par les spectacles. Et c'est important aujourd'hui de la réhabiliter parce qu'elle permet en effet beaucoup de choses.
Et on va à la réhabiliter aussi avec vous, Fanny Nussbaum, puisque votre tout dernier ouvrage en date, c'est Le cerveau sous hypnose, libérer votre intelligence et votre imagination. C'est aux éditions Humaine Science. Là aussi, vous nous dites qu'avant tout, l'hypnose, elle permet d'émanciper son imaginaire. Oui, c'est ça en fait, l'hypnose, comme l'a dit Kevin, il y a beaucoup de fantasmes autour de l'hypnose, alors qu'en fait c'est simplement une utilisation ciblée de son imaginaire. Mais qu'est-ce qui peut nous faire peur d'ailleurs dans l'hypnose? C'est quoi? C'est l'état de lâcher prise, pour être très franc, Kevin? Alors au fond, ça aussi c'est un mythe. Il y a pas mal d'expériences qui ont été faites pour savoir si on pouvait faire à quelqu'un sous hypnose quelque chose qu'il ne voulait pas faire. Et en fait, on n'y arrive pas avec l'hypnose. C'est-à-dire que ça ne change rien. Évidemment, il y a des techniques de manipulation qui font que des gens peuvent être amenés à faire des choses qu'ils n'auraient pas forcément envie de faire, mais l'hypnose n'amplifie pas ou ne réduit pas l'impact de ces techniques-là. Donc en fait, c'est un pur mythe pour le coup. Malheureusement, c'est le spectacle qui nous donne cette impression parce que les gens, quelquefois, vont se mettre à faire des choses un peu ridicules sur scène. Mais tout ça n'est permis que par la mise en scène. Seul dans un cabinet de consultation, on ne ferait pas la même chose que sur scène, en fait. C'est le code en fait, social qui permet ça. Il faut donc changer de code quand on se confronte à l'hypnose, Fanny, en effet. Et justement, si cette clé du lâcher-prise, ça nous permettait de mieux émanciper cette créativité, cette intelligence, cet état d'intelligence dont vous parlez si bien, d'ailleurs, dans Le secret des performants. Et oui, c'est vraiment, tout est ouvert avec l'hypnose, puisque on sait aujourd'hui avec plein d'études, et pas seulement des études sur l'hypnose, notamment des études sur les neurones miroirs, le système miroir, que en fait rien que d'imaginer une douleur, cette douleur, il y a le réseau cérébral de la douleur qui se met en route, alors qu'on est seulement en train de l'imaginer. Donc simplement utiliser son imagination à bon escient et dans un état particulier qui est l'état hypnotique que certains appellent transe, eh bien ça permet de vraiment potentialiser énormément toute sa vie pratiquement. Et vous le dites aussi dans le livre, d'ailleurs, vous pratiquez l'hypnose depuis toujours, depuis votre enfance. Alors, c'est simple comme un jeu d'enfant, justement? Ah oui, c'est simple comme un jeu d'enfant. Après, il faut simplement savoir l'orienter. Oui, aujourd'hui, je fais de l'hypnose. Enfin, pour moi, l'hypnose, c'est beaucoup plus une philosophie de vie, une manière d'orienter mon imagination au quotidien et à chaque seconde. Là, par exemple, en même temps que je vous parle, je suis sur une plage au soleil avec un cocktail de fruits vraiment très sympa. On adorerait être avec vous sur cette plage au soleil, je vous le confirme, hein, vraiment. D'ailleurs, ça veut dire quoi qu'on est des monsieur et des madame Jourdain de l'hypnose, Kevin? Alors oui, parce qu'en fait, exactement, on a tous une imagination qui fonctionne, mais qui ne fonctionne pas toujours comme on aimerait qu'elle fonctionne. C'est une des choses qu'on sait depuis assez longtemps, c'est que l'être humain croit vivre dans la réalité, alors qu'en fait, il vit dans son imagination. Vous savez, par exemple, quelqu'un qui dit « j'ai peur parce que demain, il va se passer quelque chose ». Ce qui va se passer demain n'est pas là. Donc, il n'y a aucune raison que cette peur soit déjà ressentie dans le corps. C'est juste parce que j'anticipe, parce que j'imagine. Et un petit peu comme le disait Fanny, du coup, mon cerveau va se mettre à faire comme si c'était vrai, comme si c'était déjà là, et à me donner déjà les sensations et les émotions. Du coup, on apprend avec l'hypnose que cet imaginaire, c'est pas juste quelque chose qui se fait tout seul, c'est quelque chose avec lequel on peut interagir et on peut s'éduquer à notre imaginaire quelque part. Damien, tu as un t-shirt Fight Club, en fait, tu es plus dans la matrice aujourd'hui. Ah, mais complètement, mais moi je suis dans la matrice depuis que je crois ma naissance. Mais cette question-là, ça veut dire que l'hypnose, c'est vraiment avant tout une question de perception de son univers. C'est ça vraiment, de ce que j'entends? En bonne partie, oui. En fait, notre corps va nous donner plein de signaux, des signaux au niveau de nos sensations, de nos émotions. Et la plupart du temps, on est passif, nous, par rapport à ça. On laisse les choses se faire toutes seules. Et comme dans notre éducation, on n'a jamais appris à s'éduquer à notre intériorité, à nos fonctionnements intérieurs, on a l'impression que ces choses-là doivent être normales et se faire sans nous. L'hypnose, c'est juste réapprendre à interagir quelque part avec notre corps, avec notre part inconsciente, on va dire, et commencer à voir que cette part de nous, elle peut réagir à notre imagination, qui est en effet la clé, mais aussi à nos envies, à nos pensées. En fait, on est beaucoup plus capable d'agir sur nous-mêmes que ce qu'on croit la plupart du temps. Concrètement, ça veut dire que l'hypnose, elle va fonctionner comment sur notre cerveau? En matière de neurosciences, quelles sont les capacités justement neuronales qu'on active? Alors, je vais vous décevoir un peu, on n'a pas trouvé de signature précise de l'hypnose. Okay. On l'a cru avec l'imagerie cérébrale, on s'est dit, tiens, on va trouver comme le sommeil qui a une signature précise. En fait, il y a des choses qui reviennent, mais d'une personne à l'autre, il peut y avoir des différences. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de moins en moins, au fond, d'état d'hypnose, comme s'il y avait un seul état. On en parle au pluriel, plutôt. Et on va plutôt parler d'état de conscience modifié, au pluriel.
Parce que tout simplement, par exemple, si on hypnotise quelqu'un pour une anesthésie, bien sûr qu'il va y avoir des réactions assez précises, mais si on hypnotise un sportif pour qu'il soit performant au moment d'une compétition, on n'est pas du tout dans les mêmes familles d'états. Donc on pourrait dire qu'aujourd'hui, on considère l'hypnose comme étant la clé qui permet de naviguer dans les états de conscience, plutôt que comme la création d'un état particulier avec sa signature neurologique. Fanny, c'est intéressant parce que ces états d'hypnose que décrit Kevin ici, ça ressemble beaucoup aux états et aux capacités d'intelligence au pluriel auxquelles vous êtes longuement intéressé. Est-ce qu'on peut se dire qu'il y a peut-être une communication, un lien à faire entre les deux ? Oui, bien sûr. En fait, ce qu'on sait, c'est que quand on est en hypnose, en fait, on va alors, il y a certaines, quand même certaines données cérébrales qu'on connaît, c'est-à-dire une sorte d'activation du cortex singulaire antérieur qui se situe là et qui va nous permettre de prendre des décisions de façon plus fluide quand on est en hypnose, ou alors une diminution de l'activité d'une zone qui est dans le cortex pariétal qui s'appelle le précuneus. Et ce précuneus, il agit notamment quand on est en conscience de soi. Donc, bizarrement, il y a une sorte de perte de la conscience de soi pour peut-être être plus connecté à son environnement. Et en fait, pour être en état d'intelligence, il y a ce que je dis toujours, c'est que l'état d'intelligence, c'est un état où on va arrêter de réfléchir, arrêter d'être dans un raisonnement rationnel. Et en fait, quand on est en hypnose, on est beaucoup plus connecté à son environnement parce que justement, il y a cette perte de conscience de soi et ces décisions qui se font beaucoup plus facilement. En fait, bizarrement, en fait, c'est comme quand je m'étends un tout petit peu, mais c'est comme quand on parle dans une langue étrangère à sa langue maternelle. Eh bien, on voit qu'on prend des décisions de bien meilleure qualité. Et bien là, quand on est dans cet état-là et qu'on squeeze cette partie du raisonnement qui fait qu'on dit petit a, petit b, petit c, eh bien on prend généralement de meilleures décisions, contrairement à ce qu'on nous dit aujourd'hui. Développer son esprit critique, etc. Et on va essayer justement de développer cette créativité avec l'auto-hypnose. C'est justement tout l'objet de votre dernier ouvrage, Kevin, des exercices très pratiques, 45 pour être précis, pour optimiser ses capacités au quotidien. Évacuer une émotion, par exemple, libérer ou se libérer d'ailleurs du regard des autres, atteindre ses objectifs, programmer même ses rêves. On va essayer de se plonger en état d'auto-hypnose. Damien, tu étais une victime collatérale et tout à fait désignée. Et consentante, c'est bien. Le consentement, c'est important. Tout le monde peut faire ce genre d'expériences, elles sont très simples. Et je vais rebondir un petit peu sur ce que disait Fanny, parce que je trouvais ça très juste, cette idée que justement, un des bienfaits, je pense, de ces pratiques-là, c'est nous permettre de nous échapper un petit peu de notre mental. Très souvent, on apprend aux enfants que c'est par la volonté qu'on va arriver à maîtriser ce qui nous arrive, qu'on va apprendre à se concentrer ou des choses comme ça. Et ça nous donne une fausse image, au fond, parce qu'on va avoir l'impression qu'il y a un effort à faire pour parvenir à quelque chose, alors que justement, par exemple, un très bon état de concentration, parce qu'on va partir un petit peu sur cette direction-là, s'obtient en ne cherchant pas quelque chose, s'obtient en étant vraiment simplement connecté à ce qu'on vit. Par exemple, quelqu'un qui est passionné par quelque chose est souvent très très bien concentré et pourtant il n'a jamais eu l'impression de faire un effort de concentration. Simplement, sa motivation, son envie, le plaisir de faire quelque chose va suffire à créer la concentration. Du coup, je voudrais vous proposer une expérience. Une expérience qui est à la fois assez ludique et qui permet d'atteindre un état dans lequel on peut très facilement se connecter à ce qu'on est en train de faire, ce qui peut stimuler la concentration, l'apprentissage, voire même la créativité dans certains cas. Je vous explique un peu l'expérience. Elle est très simple. L'idée, ça va être d'obtenir quelque chose qui nous paraît très inhabituel, c'est-à-dire que notre corps va se mettre à bouger, mais ce n'est pas nous qui allons le faire en conscience. Le mouvement va se faire inconsciemment. Alors, je ne sais pas si ça vous arrive quelquefois, vous êtes en train d'écouter quelque chose, et puis vous vous penchez, vous marchez dans la rue, vous pensez à autre chose. Il y a plein de mouvements inconscients qu'on fait tout le temps. Techniquement, on appelle ça une perte d'agentivité. C'est-à-dire que d'habitude, je suis agent de moi-même. Je saisis quelque chose, mais je le fais. Et là, ça va se faire tout seul. Ce que je vais vous proposer, si vous voulez faire l'expérience avec moi, ça va être de mettre vos mains comme ça, comme si vous teniez une sorte d'objet imaginaire, un ballon, quelque chose comme ça. Alors souvent on le fait en fermant les yeux, mais c'est pas une obligation. Je ne sais pas si vous avez envie de le faire comme ça. Allez, on ferme les yeux, allez, go. Et je vais simplement vous demander d'imaginer une chose. Allez imaginer que vos mains vont être attirées l'une par l'autre. Et comme il n'y a rien à faire d'autre qu'imaginer, qu'il n'y a pas à faire un mouvement, mais juste à imaginer le mouvement, votre cerveau, un petit peu comme on le disait tout à l'heure, va commencer à créer quelque chose. Et vous allez avoir la sensation que les mains commencent à se mettre à bouger toutes seules, comme si elles étaient attirées, comme si elles étaient aimantées. Et puis, consciemment, il n'y a rien d'autre à faire que observer ce qui est en train de se passer.
Dès qu'il y a un mouvement qui commence à se faire tout seul, comme ça, on a l'impression que ça se fait inconsciemment, que ça se fait de manière assez profonde. Et déjà, ça nous amène dans un premier état de lâcher prise. Maintenant, vous allez juste imaginer que plus les mains se rapprochent, elles ont déjà bien commencé à le faire, plus vous allez vous sentir concentré et focalisé. Et c'est à nouveau simplement de l'imagination. Il n'y a pas à désirer quelque chose, il y a juste à imaginer qu'il y a un lien entre le fait que les mains se rapprochent et le fait qu'il y a un état de focalisation. Et plus les mains se rapprochent, plus vous êtes connecté, plus vous êtes concentré à ce que vous vivez, plus vous êtes concentré sur vos ressentis, sur vos perceptions, plus il y a une sorte de conscience, mais pas une conscience volontaire, mais une conscience simplement qui est liée à de la présence. Et il y a un moment où on ressent un lâcher-prise encore un peu plus grand en faisant cette expérience, où les mains finissent par tellement être attirées l'une par l'autre qu'elles viennent se connecter, se toucher. Un peu comme si on arrivait au bout d'un trajet mental, un peu comme si on arrivait au bout d'une expérience. Et à ce moment-là, on peut simplement se sentir complètement connecté. C'est quelque chose qui est très apaisant. Et dans cet état-là, il n'y a pas grand-chose qui peut venir nous perturber. C'est comme si on était dans une bulle, comme si on était complètement connecté à nous-mêmes. Souvent, la première fois qu'on fait une expérience comme ça, on la découvre. Et puis, il y a des moments où il y a encore des pensées. Puis, assez rapidement, les pensées s'arrêtent. On est simplement connecté à ce qu'on vit. Les mains peuvent déjà se toucher ou être déjà très proches l'une de l'autre. Et l'idée, ça va être de garder cette sensation sans avoir besoin de le faire volontairement. La sensation va rester, s'installer. Elle va durer quelques dizaines de minutes, peut-être 1 heure, peut-être 2 heures. Et c'est quelque chose qu'on peut réactiver assez facilement par la suite. Puis quand l'expérience est terminée, quand les mains se touchent comme ça, souvent on prend une bonne respiration, on peut s'étirer un petit peu, ouvrir les yeux, si vous voulez. Parfois on perd les gens aussi dans les expériences comme ça. On est en train de perdre Damien, je vous le dis tout de suite, hein, on perd Damien Douanier. Je vais essayer de revenir là sur le plateau. Là. Il revient à lui-même au fur et à mesure. Ça, c'est intéressant, Kevin, parce que il y a aussi dans ce livre, ce qui m'a beaucoup étonné, finalement, parfois des oxymores. Sur l'intention que vous pouvez placer dans ces exercices d'hypnose et leur but premier. Par exemple, ce qu'on vient de faire, je crois que c'est l'exercice pour apaiser sa concentration. Alors que d'habitude, on se dit qu'il faut absolument focaliser justement sur cette qualité d'écoute, de concentration, d'écoute de soi. Là, vous nous dites non. Il faut juste à un moment donné savoir faire la part des choses et laisser justement cet état d'auto-hypnose nous aider à calmer. En fait, particulièrement pour nous dans notre culture, parce qu'on a tellement déséquilibré dans nos apprentissages les compétences qu'on a fait grandir. L'éducation traditionnelle nous fait grandir certaines compétences et c'est très bien, sauf que c'est comme si on avait musclé qu'une partie de notre corps quelque part. Et tout ce qui est l'imagination libre, ce qu'on va appeler lâcher prise, j'aime pas ce mot parce qu'il donne l'impression qu'il faut encore faire quelque chose. Alors qu'en fait, l'idée justement, c'est d'apprendre à ne pas chercher à faire quelque chose. Mais on le sait, les états de très grande créativité, que ce soit pour les artistes, les états d'inspiration, les états où on laisse vraiment nos compétences œuvrer, ce sont des expériences où on laisse quelque chose inconsciemment se faire. Et cette partie-là, il faut l'éduquer quelque part. Il y a besoin aussi qu'elle apprenne à avoir sa place. Et dans les expériences d'auto-hypnose, et ça rapproche aussi un petit peu de la méditation, on va apprendre à connecter un petit peu ces compétences. Et on parlera justement de méditation dans un instant, dans la deuxième partie de cette émission. Mais d'abord, Fanny, vous nous avez observé justement pendant tout cet exercice. Vous dites quoi? Qu'on ait des sujets particulièrement réceptifs ou est-ce qu'en réalité, tout le monde peut être réceptif à l'hypnose? Non, je trouve que vous êtes nuls quand même, tous là. Non, je plaisante. Non, vous êtes. Je dirais que vous êtes dans la moyenne. En fait, on est tous plutôt réceptifs à être dans cet état-là, dans cet état qu'on peut appeler la transe hypnotique. On connaît tous ce moment-là où moi j'appelle ça la tunnelisation attentionnelle, c'est-à-dire qu'on est ici tout en étant ailleurs, on est très focus sur sa propre expérience, mais en même temps on reste connecté avec le monde. Et c'est ce qui se passe quand on est dans un trajet automatique en voiture, où on roule, on connaît bien son trajet, ou quand on est devant un feu de cheminée, etc. Donc on connaît tous cet état-là et on peut tous être dans cet état. Après, on va être plus ou moins suggestible, c'est-à-dire sensible à des suggestions hypnotiques. Et ça, pareil, on est tous plus ou moins suggestibles, mais on peut
apprendre à l'être davantage et même pour l'auto-hypnose, j'aime beaucoup cette valorisation que Kevin nous propose de l'auto-hypnose parce que je pense que c'est vraiment la voie d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait tout en indépendance et je pense qu'il y a plein de gens qui n'arrivent pas à se laisser aller. Alors, c'est vrai que je rejoins aussi Kevin sur cette idée avec le lâcher-prise, il y a cette idée, il faut que je m'abandonne à tout prix. Et souvent, ça suscite ça quand on va voir un hypnothérapeute. Mais quand on le fait soi-même, on se laisse plus de temps pour arriver à s'abandonner à soi-même. Et je trouve que c'est vraiment une bonne approche. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. On n'a pas aussi toujours la voix de Kevin Finlen pour nous guider dans cet exercice d'hypnose sous la main. Damien. Justement, c'est la question sur la voix, parce que la voix, elle est importante dans la manière de guider. Est-ce que vraiment on a besoin de ça? Parce que, si je lis le livre, par exemple, est-ce que je vais arriver à m'auto-guider, si on peut dire? Parce qu'il faut que je le lise. Donc, autrement dit, il faut que je me mette dedans, il ne faut pas que j'oublie un truc. Ça peut être un peu, on va dire, déconcentrant, si on peut dire. C'est pas les mêmes. Excusez-moi. C'est pas tout à fait les mêmes compétences. En fait, évidemment, un professionnel, quand il apprend à guider, au-delà d'apprendre les techniques, il apprend à faire passer quelque chose. En fait, il y a presque un cours d'acting quand on apprend à faire de l'hypnose, parce qu'en effet, la voix est importante, le rythme est important. On doit savoir qu'est-ce que ça va produire dans l'imagination de l'autre. Mais en fait, on peut aussi très bien apprendre à le faire par soi-même, parce qu'on gagne quelque chose avec soi-même, c'est qu'on se connaît déjà. Donc notre propre voix, notre propre imagination, ça va nous guider un peu différemment, mais ça sera une proposition qui va être très en accord avec nous-mêmes, avec notre rythme. Par exemple, là, je vous ai guidé, mais est-ce que j'ai parlé trop vite ou pas assez vite? Vous étiez deux en plus, donc vous n'avez pas le même rythme. Vous êtes allé un peu plus rapidement, un peu plus lentement, donc j'adapte un petit peu les choses. Mais si c'est vous, vous êtes votre propre guide. Et une fois qu'on a passé les premières expériences où on découvre, ensuite ça fonctionne très très bien. Et deuxième question pour vous deux, Kevin et Fanny. Est-ce qu'il y a un âge pour s'y mettre? Je pense notamment aux enfants, aux jeunes enfants qui peut-être ont des problèmes de concentration, qui ont besoin d'être aidés. Et très souvent, la réponse, c'est il faut que tu travailles, il faut que tu sois dans l'effort. Et justement, je viens de l'entendre, on n'est pas forcément dans l'effort. Est-ce que il y a un âge, on va dire, ou est-ce que c'est ouvert absolument à tout le monde? Et ça peut être même pour les jeunes enfants, pourquoi pas au primaire? Alors, je ne sais pas si Fanny veut commencer ou... Alors, oui, je vais bien répondre parce que c'est un truc que je ne sais pas si Kevin après pourra enchaîner, mais pour moi-même, en effet, Marjorie l'a dit, j'ai commencé à peu près vers l'âge de 8 ans. Avec mes enfants, je l'ai pratiqué très très tôt, enfin, dès qu'ils ont été en âge de pouvoir parler, comprendre la parole. Donc vraiment très très tôt, ça veut dire vers 3-4 ans. Donc oui, je crois qu'en effet, on peut commencer l'hypnose vraiment très très tôt. Et je crois que même c'est extraordinaire parce que quand un enfant apprend très très tôt à utiliser son imagination pour apprendre à orienter sa vie comme il le souhaite, c'est vraiment j'allais dire une arme, mais c'est même ou plutôt un chemin qu'on lui donne qui est très très lumineux. Ça devient un GPS de vie, même pour les petits? Ça peut, oui. C'est vrai qu'il y a... Alors, je rejoins complètement ce que dit Fanny. On peut commencer très tôt. Il n'y a pas de barrière. Alors, on commencera peut-être pas par des séances d'hypnose formelles, mais par donner des outils. C'est tout bête, mais très tôt à l'école, par exemple, on va demander à un enfant de se concentrer. Mais on lui a jamais appris comment faire. En fait, il ne sait pas ce que c'est exactement. On va dire à un enfant, mémorise ça. Apprends ça pour demain. Mais on lui donne à aucun moment un cours d'apprentissage. Alors évidemment, selon les stades de développement de l'enfant, on ne va pas faire les mêmes choses à 3, 4, 5 ans, et puis à 7, 8 ans, et puis à 10, 12 ans. Mais on pourrait à chaque âge avoir des mini-cours de cerveau, entre guillemets, il faudrait peut-être les appeler un peu différemment, mais qui seraient des ateliers tout simples pour qu'un enfant puisse comprendre qu'est-ce que ça veut dire en fait quand on utilise ces mots-là, et puis qu'on lui apprenne aussi des choses toutes simples, des petites compétences de gestion émotionnelle. Comme on ne nous apprend pas les émotions, on a tendance à vouloir fuir celles qui ne nous plaisent pas, alors qu'elles sont utiles. Mais si on apprend à un enfant qu'est-ce que c'est la tristesse, qu'est-ce que c'est la colère, à quoi ça sert, comment ça se passe dans le corps, comment on décharge une émotion, bon, ça on peut l'apprendre en effet à 3, 4, 5 ans, il y a déjà des choses magnifiques à faire. Oui, comment ces émotions, comment aussi la douleur parfois peut aussi nous servir justement d'alerte et de bonne alerte si on arrive à la détecter correctement. On continue notre mini-cours de cerveau avec Kevin, avec Fanny, avec Damien dans un instant, mais d'abord on fait un tour du côté de la planète tech. Et on va découvrir ensemble ces vidéos et ces images sélectionnées toujours par Cheryl Jessica Isengay. Yo, what's going on, people? I hope you get the music reference. Anyways, here we are now. Entertain Us is an augmented reality piece. I collaborated with Rohit Jaggi, an awesome animator on this.
The pieces available on foundation, I've only printed 4 out of 5 of the real life prints, so there's one last one available. Go grab that off foundation. Retour évidemment sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de Kevin Finel, hypnotiseur, fondateur de l'Arche et auteur de ce livre très pratique, Explorer votre cerveau avec l'auto-hypnose. J'allais dire libérer votre cerveau, mais c'est presque ça d'ailleurs. 45 exercices pour mieux comprendre et utiliser justement ce cerveau avec l'auto-hypnose. Évidemment, c'est aux éditions Le Duc et on est toujours avec Fanny Nussbaum en duplex de Lyon. Fanny qui n'est pas encore sur son île déserte, quoique, et sa plage, mais elle a changé en effet de place chez elle. Fanny, vous êtes évidemment neuroscientifique, vous êtes aussi psychologue et vous êtes l'autrice de Le cerveau sous hypnose, libérer votre intelligence et votre imagination aux éditions Humaine Science. Avant de reprendre notre discussion, on fait un tour du côté, j'allais dire, de la tech de Damien Daoni. Bah oui, parce qu'il a forcément une idée derrière. Marjorie, est-ce que tu connais le sens de l'acronyme BET ? Alors j'ai de la chance parce qu'il se trouve qu'on a un paquet d'invités ici dans l'École du Futur qui s'y sont rendus il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a quelques jours à peine, c'est à Londres et c'est le grand salon de la tech. C'est ça, alors c'est le British Educational and Training Technology, j'ai un très mauvais accent par rapport à toi, je le sais, mais effectivement c'est l'événement. Et c'est effectivement l'événement incontournable en Europe, 800 exposants de solutions numériques éducatives du monde entier. C'est un salon qui n'avait pas eu lieu ces dernières années à cause bien sûr de Covid et qui est donc c'est le grand retour et donc il y a énormément on va dire d'acteurs qui étaient présents, de solutions afin de présenter justement un peu tout le tour des technologies de l'éducation. Ce que tu veux nous dire, c'est un peu le Vivatech de l'EdTech, si j'entends bien. C'est exactement ça, et la France d'ailleurs était bien représentée puisque il y avait un grand panel qui était de start-up qui était présente notamment avec le ministère de l'Éducation nationale et Business France, et puis d'ailleurs il y avait les équipes de You Know Why qui sont l'éditeur de School TV. C'est bizarre, je ne vois pas ce que vous voulez dire. Qui étaient présents. Et donc si je vous en parle, pourquoi ? C'est qu'en fait il y a une société française qui s'appelle, on va le voir dans quelques instants, qui s'appelle Caligo, qui a reçu le premier prix dans la catégorie Primary Digital Learning, Product Language and Literacy. Caligo qui va forcément passer à un moment donné par le plateau de l'École du Futur, mais
à quoi sert l'application exactement? Alors voilà, on va un tout petit peu déflorer, mais quand ils viendront, ils nous raconteront ça un peu plus en détail. Caligo, c'est une histoire qui a commencé il y a quasiment 10 ans. Ouais. À l'époque, le projet s'appelait Intuitus Script. Oui, Caligo, c'est plus simple. Voilà, ça faisait un peu technologique. Ouais. Ça faisait un peu. D'ailleurs, effectivement, c'était un chercheur en neurosciences qui travaillait là-dessus. On n'a rien contre les chercheurs en sciences. La preuve, ils sont avec nous sur ce plateau. Exactement. Et d'ailleurs, ils ont continué à travailler sur le sujet. Donc, c'est un domaine qui va mélanger l'intelligence artificielle et la neuroscience. L'idée, c'est quoi? C'est que c'est une application qui a été développée par la société Learn Go, qui est à destination de la maternelle et du primaire. Alors, l'idée, c'est quoi? D'abord, leur slogan. Moi, j'aime beaucoup leur slogan. C'est des mots qui font grandir. Je trouve ça très mignon, très joli. Et ça résume bien leur philosophie. L'idée de base qui est derrière ça, c'est quoi? C'est de dire que l'acte d'écrire structure la pensée et l'esprit. Et sans écriture, il n'y a pas de capacité d'expression. En clair, effectivement, la main est quelque part un peu le prolongement du cerveau. Et donc, la recherche neuroscientifique confirme ce lien entre la motricité et la capacité du cerveau à acquérir des notions, des informations, des compétences, des connaissances. Et c'est exactement le principe de Caligo. Eh ben, c'est exactement le principe Et tu veux savoir comment ça marche? J'adorerais savoir comment ça marche. Et Kevin aussi, j'en suis sûr. Tu m'ôtes la relance de la bouche. Alors justement, le principe, c'est très simple. L'application va proposer 11 thématiques différentes pour aborder la pression, le graphisme, l'écriture, la discrimination visuelle, l'étude des langues et des mathématiques, pardon. Et on va le voir à l'écran. L'enfant va être amené à travers différents exercices à reproduire sur une tablette le tracé de lettres, avec sur le doigt, sur le stylet, reconnaître des mots, ou plutôt des lettres qui composent un mot, travailler sur la pression de l'écriture, et ainsi de suite. Des exercices de logique. Et donc le principe, c'est quoi finalement? C'est d'utiliser ce principe de tablette et cette capacité finalement de finesse que peut permettre les tablettes, le niveau de pression, les stylets, pour apprendre, avoir le plaisir d'apprendre et agrandir. L'application va se baser donc sur l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que quand on fait un trait, eh bien, il va y avoir bien sûr, ça va pas être exactement pareil, mais l'application va être capable de dire, tu as bien reproduit le geste ou la manière de faire le geste qui t'aide à faire une lettre, par exemple. Et donc, ça va permettre de reconnaître si le tracé de la lettre finalement est assez proche de ce qu'il fallait reproduire. Et donc, l'application va aussi permettre à des enseignants, bien sûr, de créer leurs propres exercices, de personnaliser les consignes, le lignage, les notions sur lesquelles ils veulent entraîner leurs élèves. Et il y a un tableau de bord, bien sûr, qui va permettre aux enseignants de suivre la progression des élèves et de voir s'ils arrivent de plus en plus à maîtriser l'écriture. Et donc, en clair, c'est une sorte de cahier d'exercices interactifs qui est évolutif, grâce à l'usage des tablettes et des stylets. Et ça, je trouve ça assez malin. Ouais, c'est assez malin. Et d'ailleurs, c'est important, ça montre bien que par aussi de l'outil numérique, on peut réussir à acquérir ces capacités dès tout petit. La façon dont on va pouvoir justement structurer son écriture, c'est fondamental pour la façon dont on va imprégner aussi les mots. Est-ce qu'on pourrait imaginer, Kevin, quelque chose d'assez similaire, on en parlait tout à l'heure avec Damien, pour les enfants, pour les aider justement à aller sur le chemin de l'hypnose et de la méditation? Il y a beaucoup d'applications aujourd'hui qui existent déjà et qui s'adaptent aux enfants, notamment, je pense à Petit Bambou qui a notamment une section pour les enfants spécifiquement pour la méditation. Mais est-ce que là aussi, ce serait intéressant d'utiliser une application pour pouvoir les aider à se guider? Alors je pense, oui, c'est vrai que les applications avec l'audio peuvent vraiment permettre assez tôt, finalement, d'éduquer à certaines choses. Moi, j'ai créé une application qui s'appelle Psychonaute il y a quelques temps et on est en train de travailler une version enfant, justement, de cette application. C'est toujours une question, après, qui est particulière, c'est comment ça va se faire aussi avec les parents. Comment les parents vont aussi tendre vers ça. Parce qu'évidemment, un enfant va peut-être pas de lui-même aller vers ça. Donc c'est comment créer un univers qui fait qu'il va y avoir quelque chose qui va être assez fluide au niveau familial, au fond. Et c'est intéressant aussi parce qu'aujourd'hui, on les a reçus aussi il y a quelques temps dans l'école du futur, Powers, qui est donc ce métavers collaboratif pour les enfants, pour pouvoir justement intégrer des notions de cours, des notions pédagogiques dans l'univers du jeu, utilise aussi du yoga et de la méditation, propose cet accès-là à ses enfants pour qu'ils puissent aussi avoir cet espace pour pouvoir se reconcentrer, pour pouvoir se reposer aussi de temps en temps dans leur temps de jeu et d'apprentissage. On voit qu'aujourd'hui, ça devient un véritable fondamental. Oui, je pense que on commence à prendre conscience de l'importance c'est des compétences transversales en fait qu'on va éduquer assez tôt. La connexion au corps, la connexion à l'imagination, la connexion à soi en même temps qu'au monde. Je pense qu'on va vers un rééquilibrage où l'extérieur et l'intérieur vont être autant éduqués. Si on arrivait à ça, je pense qu'on arriverait à un humain qui évolue un peu différemment et ça me semble souhaitable en tout cas. Allez, on va continuons en tout cas à évoluer différemment avec Kevin et avec Fanny et aussi Damien. On ouvre la deuxième partie de notre discussion. Et oui,
parce que Kevin et Fanny, vous nous proposez tous les deux avec vos ouvrages de libérer notre créativité, de libérer notre intuition grâce à cet état hypnotique. Concrètement, Fanny, est-ce qu'on est plus intelligent sous état d'hypnose ? Oui, en fait, je crois que l'état d'hypnose est un état d'intelligence. Ma théorie, c'est que l'intelligence, c'est un état, c'est pas une capacité, et que donc on peut tous être en état d'intelligence à un moment et tous être en état de bêtise, que j'appelle l'antiphase, à un autre moment. Et donc, et bien, quand on est dans l'état le plus élevé de l'état d'intelligence, c'est-à-dire quand on arrive à exprimer ses capacités au mieux, et bien en fait, c'est cet état de flow ou d'hypnose ou être dans la zone pour les sportifs, c'est cet état qu'on retrouve où on se sent vraiment connecté complètement avec son environnement et on a l'impression que les choses sont faciles et que tout se déroule facilement. Donc en fait, l'état d'hypnose est un état d'intelligence ultime. Est-ce qu'on est plus intelligent sous l'hypnose, Kevin ? Je pense aussi, je crois qu'on se rappelle de certaines capacités aussi. Par exemple, la créativité, je ne crois pas qu'on a à apprendre à être créatif, je pense qu'on a à désapprendre à ne pas être créatif. Ouais. Parce qu'on a désappris ça en fait en grandissant. Et je pense qu'on peut se replonger dans ces expériences où on est beaucoup plus spontané, où on va être capable aussi de créer des liens différemment. Une des raisons pour lesquelles, alors ça reste une hypothèse, parce qu'on n'a pas aujourd'hui complètement vérifié ça, mais c'est quand même une hypothèse qui est bien constatée sur le terrain. Qu'est-ce qui fait que l'hypnose est un très bel outil thérapeutique ? C'est notamment que dans ces états-là, les gens vont se créer des connexions mentales complètement différentes. Ça va créer des recadrages, d'autres formes de pensée, des prises de conscience. En fait, simplement en amenant quelqu'un dans un état modifié de conscience, puis en le ramenant après dans son état ordinaire, il va y avoir une qualité de pensée qui va être bien meilleure. Et en fait, cet état-là, on le disait tout à l'heure, il est naturel, donc pourquoi pas y avoir accès, en fait, tout simplement. Et je crois que c'est notamment cet état-là dans lequel vous essayez de nous emmener avec un tout nouveau projet, un très beau projet qui s'appelle Dream Machine, cette machine à rêve. Alors, vous allez aussi, là aussi, remettre au goût du jour en rêve, pour paraphraser même cet outil qui a été lancé dans les années 60 par l'artiste américano-canadien Brian Geeson, qui avait déjà mis au point ces fréquences lumineuses pour se plonger dans cet ultra-état méditatif. Vous me direz comment ça fonctionne exactement. Ça a notamment beaucoup inspiré à l'époque David Bowie et Iggy Pop. On se demande pourquoi, tiens. Pourquoi vouloir en faire une version 4.0 d'abord ? Ah, mais parce que c'était une superbe invention des années 60, en effet, sauf qu'à l'époque, il y avait des moyens assez rudimentaires. Il faut imaginer que la première Dream Machine, c'était un tourne-disque avec une petite lampe au milieu et un cylindre perforé autour. Et en fait, en effet, Brian Geeson et d'autres avaient remarqué que les effets stroboscopiques, en fait, les amenaient dans des états de créativité hyper intéressants et les amenaient aussi dans des états de méditation. Donc beaucoup d'artistes en effet il y a plein de musiques qu'on connaît tous qui ont été composées avec des séances de Dream Machine. L'époque aussi était à l'exploration des états de conscience. Parfois c'était mêlé à des techniques de respiration et autres. Mais en même temps, technologie assez rudimentaire, une seule fréquence possible. Mais depuis, on a étudié l'impact des fréquences sur le cerveau. On a beaucoup plus de capacité avec les LED notamment de jouer vraiment sur des programmations de fréquences précises. Et il y a des gens qui avaient commencé à retravailler dessus, mais avec des outils avant tout professionnels. Donc déjà hors de prix pour le commun des mortels. Et puis finalement, avec aussi des technologies qui étaient encore, il y a une dizaine d'années, un peu balbutiantes là-dessus. La recherche a avancé, la technologie a avancé. Et surtout, nous, on avait comme envie de mettre cette technologie à disposition du grand public, d'en faire un outil qui est vraiment accessible. Donc c'est un outil accessible en ce moment sur Kickstarter. On peut contribuer à la campagne de lancement si on le souhaite. Alors la campagne est déjà terminée. Vous avez de la chance. Vous voyez, vous allez plus vite que moi. Passé. Cette Dream Machine accélère le temps aussi. Non, ça s'est très bien passé, on est très heureux. Du coup, elle sort bientôt, là, elle sort dans quelques mois, elle est en production. Et c'est vrai que l'idée, c'est que les gens aient un outil chez eux qui puisse leur permettre... alors déjà, c'est une superbe expérience. C'est très simple d'accès. On va fermer les yeux devant une sorte de lumière, c'est juste ça, sauf que ce sont des fréquences particulières. Ça va créer des formes hallucinatoires assez jolies. Donc on a vraiment l'impression d'être dans un rêve. En même temps, on peut l'arrêter juste en ouvrant les yeux, donc on est en parfaite sécurité. Et selon les fréquences, on va avoir différents états. Donc, par exemple, état méditatif, c'est pas mal parce qu'en fait, faire de la méditation, c'est pas simple quand même. Il y a des gens qui essayent longtemps avant d'avoir un début d'état. Et là, en quelques dizaines de secondes, on le vit vraiment. Et c'est hyper agréable. Mais on peut aussi se faire des états d'hyperconcentration, des états qui vont nous amener vers le sommeil. Il y a plein de petits programmes qui sont dessus. Notamment, il y en a un on s'est dit, ça sera un substitut pour le café, pour que les gens aient une montée d'énergie. Je le veux tout de suite. Donnez-moi tout de suite la Dream Machine. J'achète, voilà.
Donc voilà, plein de directions particulières et c'est une superbe expérience, hyper facile à utiliser. Et qu'est-ce qui fait que les ondes justement lumineuses vont nous permettre d'atteindre plus vite cet état-là? Comment est-ce que ça s'explique encore une fois de façon neuroscientifique? Alors en fait, il faut savoir que dans notre cerveau, il y a des ondes cérébrales. Souvent on dit il y a telle onde ou telle onde. En fait, chaque aire du cerveau a son fonctionnement. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que quand on projetait de cette façon-là, avec de la lumière pulsée, des ondes sur le cerveau, il avait tendance à suivre le rythme, en quelque sorte. Donc c'est comme si on avait un métronome pour le cerveau. Et certaines ondes, par exemple, vont vraiment favoriser des états type sommeil. Donc en passant par ces ondes pendant quelques minutes, on va vraiment avoir envie de s'assoupir et de s'endormir, et on n'aura pas l'impression d'aller chercher le sommeil. Pareil pour la méditation, c'est que les méditants arrivent à atteindre un état particulier avec une signature au niveau des ondes cérébrales. Eh bien, on peut reproduire ça. Donc, on va entraîner le cerveau dans cette direction. Ce qui fait qu'on n'a pas d'effort à faire. On se laisse guider vraiment comme si c'était une histoire, mais c'est de la lumière. Et là aussi, pas besoin d'avoir un âge particulier pour démarrer. Malgré justement l'effet stromboscopique, c'est recommandé pour tout le monde? Alors, il y a une contre-indication qui est pour les personnes épileptiques. Oui, voilà, ça, bien sûr. Au fond, c'est vraiment une protection. C'est vraiment, voilà, c'est comme sur les jeux vidéo, il y a ces contre-indications-là. De même qu'il n'y a pas a priori d'âge, mais on va peut-être pas mettre ça à un petit bébé quand même. Ouais, On va attendre quelques années. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de contre-indication. Ça reste de la lumière. Si on regarde le soleil les yeux fermés, c'est beaucoup moins fort que ça, au fond, donc il n'y a pas une surcharge de lumière non plus. Et c'est vrai que c'est un voyage complètement différent. Aldous Huxley, à l'époque, se disait cette technologie, si on l'améliore, remplacera la télévision. Alors je pense que c'était très optimiste, mais c'est vrai que c'est une technologie simple, mais qui peut vraiment nous amener vers des états qu'on ne connaît pas encore. Et juste pour bien comprendre, l'outil est connecté pour sélectionner, on va dire, les types d'états méditatifs. Exactement, c'est en Bluetooth, il y a une application. D'accord. On va sélectionner son programme, la durée, l'intensité, et puis on va partir pour un voyage. Et Fanny, justement, est-ce que vous serez... Oula, pas du tout, c'est moi qui buguais. Toi qui bug. Complètement. Je peux bugger à loisir, je vais vous savoir. Et Fanny, justement, est-ce que vous seriez prête à partir dans ce voyage auquel nous invite Kevin avec la Dream Machine? Bien sûr, 200%. Et si on ajoute de la musique, c'est peut-être encore mieux. Mais vraiment, super idée d'avoir réactualisé la Dream Machine. Comment est-ce que justement on pourrait utiliser d'ailleurs ces technologies, ces petits plus technologiques pour mieux s'approprier les techniques à la fois d'hypnose, de méditation et surtout dans un moment où on se dit que le temps d'écran, il faut réussir à le convertir, surtout chez les plus jeunes, en temps d'action. On recevait il y a quelques jours ici notamment des EdTech qui travaillent sur le livre et sur la lecture qui nous disent « Ok, ce temps d'écran, il va être effectif pour pouvoir justement se libérer pour aller vers d'autres apprentissages. » Là aussi, la méditation, l'hypnose, ça peut être un temps effectif pour mieux travailler sur notre qualité, sur nos capacités. Alors je pense vraiment, oui, c'est vrai que la technologie, elle est au service de quelque chose à ce moment-là. Et en plus, dans ces technologies-là, on parlait des applications de méditation ou là sur la Dream Machine, finalement l'écran est juste un intermédiaire pour piloter un appareil ou une expérience. Et puis derrière, on va vivre vraiment notre expérience. Et je pense qu'on est demandeur de ça. Il y a eu une mode, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça depuis le confinement, qu'on appelle le shifting, qui est une forme d'auto-hypnose, au fond, où c'était beaucoup d'adolescents qui ont commencé à découvrir ça, partir dans des mondes imaginaires, des rêves lucides, quelque part avec... c'est quoi le shifting? Le shifting, c'est vraiment l'idée de changer de réalité par son imagination. Donc en fait, c'est une forme d'auto-hypnose, ça s'appelle juste un petit peu différemment, mais très lié à des univers un peu oniriques, un petit peu magiques, et qui permet tout d'un coup de se dire, un peu comme dans un rêve lucide. Vous savez, c'est comme si vous rêviez, sauf que vous êtes conscient de rêver. Donc du coup, vous pouvez changer le décor, vous pouvez rencontrer quelqu'un, vous pouvez et votre imagination est aussi libre que dans le rêve. Est-ce que ça veut dire que quelque part, ces univers collaboratifs, ces métavers vers lesquels nous allons, c'est un peu du shifting aussi? Ah, je pense, la technologie nous permet de le faire un peu différemment, mais j'ai l'impression qu'à un moment donné, les deux vont se rejoindre. C'est-à-dire que même pour appréhender ces différentes technologies, je pense que mieux utiliser notre cerveau va être quand même une ressource assez importante. Et si les deux arrivent à se rejoindre, il va y avoir une émulation, à mon avis, qui va être passionnante. Le mot de la fin avec vous, Fanny, évidemment. Comment est-ce que, en fin de compte, on peut vraiment mettre à profit ces techniques méditatives, ces techniques d'hypnose pour pouvoir libérer ses capacités d'intelligence et de créativité? En fait, le truc principal, c'est utiliser son imagination à chaque seconde de la journée, passer la commande à son cerveau, c'est-à-dire dire à son cerveau, en visualisant, je souhaite vivre tel type d'expérience,
et faire confiance à son cerveau, parce que cette partie inconsciente que d'aucuns appellent le système 1, cette partie qui gère les choses de façon complètement inconsciente sans qu'on ait à s'en préoccuper, elle le fait très très bien, et ça depuis des centaines de milliers d'années. Et donc, il n'y a vraiment pas, en effet, comme le dit Kevin, à faire un effort. Il y a juste à imaginer ce qu'on souhaite qui se passe, et que ce soit évidemment réaliste, mais l'imaginer, passer la commande à son cerveau, et normalement, le cerveau fournit le cadeau. Fanny Nussbaum, merci infiniment d'avoir été avec nous. La prochaine conférence spectacle, d'ailleurs, c'est quand ? Alors normalement, celle qui est ouverte au public, parce que je le fais beaucoup en entreprise, ça devrait être au mois de juin au Théâtre de l'Européen. Eh bien, on sera ravis de vous y retrouver si on est à Paris pour pouvoir justement venir vous voir et participer à ces conférences spectacles, parce que là aussi, on fait travailler notre imagination et notre cerveau avec Fanny Nussbaum. Merci infiniment. Kevin Finet, je crois que vous préparez aussi d'ailleurs, ce même type de stand-up hypnotique. Oui, moi, c'est une forme que j'aime beaucoup. J'ai longtemps fait ce que j'appelais des cabinets publics, c'est-à-dire des séances démonstration pour expliquer un petit peu comment fonctionne l'hypnose. Et là, c'est vrai que j'ai envie d'aller vers une forme un peu intermédiaire, un peu conférence-spectacle, on va dire. On aimerait bien vous voir en spectacle tous les deux avec Fanny Nussbaum. Tiens, c'est peut-être une idée pour la suite. Merci infiniment, Damien. Pourquoi Damien ? Pas du tout. Damien tout court, d'ailleurs. Tu es en état méditatif. Exact, je suis en état méditatif. Je suis en pleine dream machine, il faut le savoir. On revient à la réalité et on revient justement avec vous dès demain sur le plateau de l'École du Futur pour d'autres aventures au pays, évidemment, du numérique et de l'éducation.